Bonjour tout le monde et bienvenue sur la Panzer Division Aéro. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier épisode consacré à notre véhicule, le Landwasser Schlepper, ce bateau sur chenille qui était un des engins amphibies utilisés par l'armée allemande durant la Seconde Guerre mondiale. Alors on s'était arrêté la dernière fois sur la peinture et le vieillissement en ambiance maritime. Si jamais t'as pas vu les deux premiers épisodes, je t'invite à faire un petit tour sur la chaîne. Et là, on va terminer avec le diorama qui va être assez ambitieux avec une création d'un décor maritime. Comme d'habitude, on va faire tout de suite un petit tour dans l'atelier pour vous montrer ce que je vous ai concocté. Alors tout commence par la base. Alors la dernière fois que j'ai utilisé de la résine, j'avais pris de la mousse extrudée, comme je le fais souvent pour mes projets, mais la résine époxy ne lui a pas du tout fait de cadeau et j'ai bien retenu la leçon. Pour cette fois, j'ai fait appel à un de mes amis menuisiers pour me réaliser un socle en bois solide et fiable, qui est une vraie fondation pour ce que j'ai en tête. Car un diorama raconte toujours une petite histoire, et pour celle-ci, j'ai imaginé en fait deux scènes, l'une à la surface et l'autre sous l'eau. En surface, je vais mettre cette bouée de chez U-Model. Elle flotte, elle va être tractée par le véhicule comme s'il devait la positionner au large dans une opération bien précise. Puis en bas, dans le silence du fond marin, une autre scène va prendre vie. L'épave d'un petit bateau repose là, à l'échelle 1/35e, ce qui est assez rare sur le marché et qui s'est imposé comme une évidence pour moi. Et celle-ci va me donner de la profondeur et du détail à mon décor. Et entre le fond et la surface, je vais ajouter un élément particulier, ce petit sous-marin de poche signé Verlinden, que j'ai déchiné dans une bourse. Il flotte entre les deux eaux comme un lien entre la surface et le fond de la mer, tranquille, où on peut imaginer comme un soutien à notre Landwasser Schlepper pour l'aider dans sa mission. Je débute par l'assemblage du bateau, car il est impératif que je le construise en premier afin de pouvoir ensuite concevoir le décor qui viendra l'entourer dans son environnement sous-marin. N'ayant aucune expérience en modélisme naval, j'ai opté pour un modèle simple, avec cette petite barque de pêcheur à l'échelle 1/35e, proposée par un fabricant spécialisé dans les kits destinés aux débutants. Le choix est idéal pour mon projet. Le plan qui est fourni est très bien fait, avec des instructions claires et précises. Le kit comprend un nombre limité de pièces, ce qui réduit les risques d'erreur d'assemblage, et en suivant rigoureusement les indications du schéma et les préconisations du fabricant, avec l'aide de quelques tutoriels en ligne, l'assemblage devrait se dérouler sans trop de problèmes. Toutefois, j'ai une contrainte qui s'est présentée à moi, les planches sont voilées. Alors c'est un défaut qui est fréquent si la maquette n'a pas été bien stockée, et pour les redresser, je les humidifie avec de l'eau du robinet sans les détremper, puis je les place entre deux cales en bois en exerçant une pression à l'aide de poids. Et après une journée de séchage à température ambiante, les planches retrouvent leur forme d'origine. Comme quoi, vous voyez, il n'y a pas que nos kits en plastique qui peuvent avoir ce genre de défaut. Les pièces sont découpées au laser avec une grande précision et elles restent attachées à la planche par de petits points de maintien que je découpe soigneusement à l'aide d'un scalpel. Et une fois détachées, les bavures au niveau de ces points sont éliminées avec l'aide d'une lime à gros grains. L'assemblage débute par la construction de la quille avec la pose des membrures. Chaque élément est numéroté, ce qui me permet de suivre très facilement le plan de construction. Quant au plancher, il est retravaillé car je trouve les lignes de séparation des planches pas assez prononcées à mon goût et je les approfondis pour améliorer le rendu. J'ajoute ensuite des marques d'usure en frottant la surface avec une brosse métallique afin de simuler un vieillissement naturel du bois. Le fabricant préconise d'utiliser de la colle de type cyano. J'en choisis une très fluide de chez VMS qui permet de s'infiltrer par capillarité entre les pièces, assurant un collage très efficace. Alors certaines zones du plancher sont volontairement endommagées à l'aide de la pointe d'un scalpel, en me basant sur des références photographiques d'épave, et j'utilise ensuite une fraise à boule montée sur ma mini perceuse pour texturer le bois, simuler les effets de pourrissement et de dégradation dus à son immersion prolongée. Les lattes, destinées au bordage de la coque, sont assouplies par trempage dans l'eau pendant environ 1 heure. Ça facilite leur cintrage et leur mise en forme sur la courbure de la coque. Et j'effectue le bordage en commençant par la partie supérieure de la coque et les lattes sont ensuite posées progressivement vers le bas de la quille en limitant au mieux les jours entre les pièces. Et pour finir, celle-ci est enduite de colle blanche diluée, ce qui me permet de colmater les quelques interstices et ça permettra aussi d'optimiser l'adhérence de la peinture et de prévenir la formation de bulles lorsqu'elle sera immergée dans la résine. Et je laisse sécher ensuite toute une nuit avant de poursuivre. Pour terminer le montage, je sectionne le bateau en 2 parties en biais. Cette coupe permet de simuler une épave partiellement ensevelie où seule la partie émergée restera visible tandis que le reste est supposé enfoui dans le sable. La texture des planches restantes est travaillée afin de reproduire l'aspect caractéristique du bois dégradé par le temps et les éléments. Et j'ajoute les dernières pièces que je dégrade aussi momentairement pour accentuer l'usure naturelle et renforcer cet état d'épave. Le plancher est également partiellement détruit, laissant des ouvertures par lesquelles le sable est visible, ce qui va contribuer à l'effet d'enfouissement et de détérioration avancée. À ce stade, j'ai fini l'assemblage et la maquette est prête pour les étapes suivantes de peinture et de vieillissement. Je commence la peinture en appliquant une base grise, après avoir verni la maquette pour assurer une bonne adhérence de celle-ci et éviter qu'elle soit trop absorbée par le bois.
Ensuite, j'applique une couche de fluide de shipping. C'est l'occasion de tester celui de la gamme Atom. Pour rappel, ce produit doit être généralement appliqué en 2 couches, en veillant à laisser suffisamment de temps de séchage entre chaque application pour garantir un processus d'écaillage efficace de la peinture. Quant à la couleur, j'ai opté pour du blanc, que j'applique à l'aérographe en fine couche très diluée, et je varie l'intensité de la peinture sur les zones en accentuant certaines parties pour créer des contrastes et éviter un rendu trop uniforme. Alors comme la plupart des bateaux, le bas de la coque reçoit souvent des teintes supplémentaires. J'ai choisi ici du bleu pour contraster avec le blanc et ça anticipe également le sable dans lequel le modèle sera enfoncé. Je passe ensuite à l'exercice long et fastidieux de l'écaillage de la peinture. Et pour changer de méthode, j'utilise le dilueur de la même marque et j'ai constaté que la réaction est plus rapide et plus facile à contrôler qu'avec de l'eau tiède. Et avoir travaillé la texture du bois m'a permis de retirer la peinture plus facilement sur les reliefs, créant ainsi un contraste vraiment intéressant. Je finalise cette étape en réalisant des éraflures plus petites et plus fines à l'aide d'une éponge abrasive et je frotte délicatement les zones choisies pour ne pas enlever trop de peinture. Ensuite, pour renforcer le contraste, je fais un filtre en mélangeant de la couleur sable et un peu de noir, très dilué, que j'applique sur l'ensemble de la maquette. Ça apporte des variations chromatiques supplémentaires, créant ainsi un peu plus de profondeur. Et je termine avec une peinture noire très diluée, appliquée sur la forme d'un lavis localisé, afin de faire ressortir les creux et les détails de l'épave. Et pour protéger l'ensemble de tout ce travail, je termine par une couche de vernis mat de chez VMS. Je débute le vieillissement en appliquant des noisettes d'huile avec une couleur vert très foncée, type vert olive profond, pour simuler les dépôts de vase accumulés dans les creux et les zones abritées de la coque. Ces traces sont ensuite estompées à l'aide d'un pinceau imprégné du diluant afin d'obtenir un fondu progressif et naturel. Une fois cette couche bien sèche, j'applique ponctuellement des petites gouttes de colle blanche pour les zones propices au développement de la végétation et j'y dépose ensuite de la mousse synthétique finement moulue, simulant les algues ou la mousse aquatique qui se développe sur le bois exposé à l'humidité prolongée. Et pour renforcer l'aspect de la dégradation naturelle et donner un caractère plus organique à mon épave, j'intègre quelques coquillages miniatures imprimés en 3D, directement collés sur la coque et sur le pont, et ces rajouts de détails évoquent même une colonisation progressive de l'épave par la faune marine. Et des accessoires supplémentaires viennent enrichir ma mise en scène, un morceau de corde effiloché, une petite caisse en bois vieilli et un crabe également imprimé en 3D que je place au fond de la coque et contribue à renforcer le réalisme de l'ensemble. Je termine aussi par des étoiles de mer qui sont ajoutées à des zones que je trouve un peu trop vides et pour enrichir la palette de couleurs. Et pour terminer, je réalise une petite simulation de l'environnement avec un mélange de sable fin et de gravillon pour évaluer la future intégration de l'épave dans le diorama et valider les derniers détails et l'ensemble de ce travail. Je passe ensuite au deuxième protagoniste de mon décor en ambiance de fond de mer avec le sous-marin. Alors la maquette en résine provient de chez Verlinden et je commence par trier les pièces nécessaires car je ne compte pas utiliser la torpille dans ce projet. Et comme souvent avec les moulages en résine, il y a des carottes à retirer et je les découpe à la scie, puis j'élimine les traces restantes à l'aide d'une cale à poncer. Et je vous recommande vivement de porter un masque et de travailler dans une pièce bien aérée car la poussière de résine est nocive pour la santé. Au niveau du cockpit, je retire un peu de matière à l'aide d'une fraise afin d'y intégrer un pilote. Alors j'ai trouvé ce plongeur équipé de son matériel de haute respiration chez Victoria Model. Alors ça me semble logique et nécessaire que de laisser le poste de pilotage vide étant donné que le sous-marin va être immergé au fond de l'eau. Quant à l'assemblage, je le fais avec une colle cyano de spéciale résine de chez VMS. Alors elle est plus épaisse que celle que j'ai eu l'habitude d'utiliser, mais elle offre une excellente tenue, le collage est très rapide et très solide. La notice suggère aussi de faire quelques ajouts en scratch comme des tiges de soutien pour les gouvernails que je fais avec des profils de chez Evergreen. Et je pioche pour terminer également dans ma boîte à rabio pour ajouter quelques pièces, notamment un siège. Et en scratch, je réalise les cadrans et des leviers pour compléter le poste de pilotage qui manquait cruellement de détails. Pour cela, je me suis inspiré d'un schéma d'une autre maquette qui propose le même modèle comme source d'inspiration. Pour la peinture, j'utilise les mêmes techniques que celles appliquées sur le LWS. Je commence par une couche d'après noir sur l'ensemble de la maquette. Et pour pouvoir la manipuler facilement, j'insère une vis au centre de celui-ci. Alors le perçage me servira également à le fixer ultérieurement sur le décor. Et la couleur de base est le même gris que j'ai utilisé pour le précédent projet. Je l'applique en plusieurs voiles très fins. Et j'applique volontairement moins de peinture sur certaines zones en relief ou avec un peu de volume. Cela permet à l'après noir de ressortir par transparence et de créer des effets d'ombre naturels sur ces détails. Ensuite, j'éclaircis le corps du sous-marin avec la même teinte de gris à laquelle j'ajoute une petite touche de blanc. Cela donne un effet de couleur ternie simulant la dégradation de la peinture provoquée par son exposition prolongée à l'eau de mer. Puis pour la partie arrière, j'utilise une teinte laiton et là encore j'applique la même peinture de façon modulée pour faire apparaître des ombres dans les creux et faire ressortir les volumes. Quant aux hélices, elles sont peintes avec le produit de chez Aka spécialement conçu pour restituer l'aspect du laiton de manière très réaliste.
Et je termine par les derniers détails à la peinture acrylique et j'ajoute même quelques éraillures à l'aide de la technique de l'éponge pour simuler les traces d'usure. Enfin, je termine par une couche de vernis mat sur l'ensemble de la maquette. Je mets en valeur les détails en appliquant un lavis localisé de couleur noire. Alors même si le sous-marin sera entièrement immergé dans la résine, je réalise un travail de peinture et de vieillissement complet. En effet, il est quand même possible qu'à travers la transparence de l'eau, on puisse apprécier tout ce travail. Je termine par une dernière chose, une astuce que j'ai trouvée sur internet qu'utilisent les maquettistes qui réalisent des dioramas de sous-marins immergés dans la résine époxy. C'est pour simuler les effets de cavitation au niveau des hélices. Alors pour cela, j'enroule un morceau de coton autour d'une tige transparente en lui donnant une forme conique. Puis je l'enduis de résine transparente que je solidifie à l'aide d'une lampe UV. Et une fois l'ensemble dur, je le peins en blanc avec de la peinture acrylique. Je colle ensuite cette pièce à l'arrière du sous-marin. Alors comme il s'agit d'un petit modèle, j'ai créé un effet de cavitation réduit et adapté à son échelle. Et là maintenant, le montage est terminé. J'ai juste remplacé la vis qui m'a servi pour les peintures par une tige épaisse et transparente que j'ai solidement enfoncée à la fois dans le corps du sous-marin, mais qui le sera également dans le socle en bois que j'ai préalablement percé. Cela va m'assurer une structure stable et rigide, ce qui est largement indispensable pour éviter tout mouvement ou basculement au moment du coulage de la résine. Je passe maintenant à la réalisation du décor. Alors pour simuler les récifs en fond marin, j'utilise un matériau simple et accessible, c'est les écorces d'arbres. On en trouve facilement dans la nature et certains présentent des volumes et des reliefs très intéressants et je sélectionne donc des morceaux texturés en éliminant ceux qui sont trop plats. Et pour commencer, je crée une texture de base à l'aide d'un produit de la gamme Terraform de chez Hamo, semblable à du mortier mural. L'objectif, c'est de supprimer l'apparence boisée de l'écorce afin de renforcer l'illusion des roches sous-marines. Et une fois que cette couche est sèche, je peins les morceaux en noir, puis j'applique une légère patine grise pour atténuer la couleur du bois. Ensuite, je les enduis de résine acrylique pour y fixer du sable que j'ai récolté le long du Rhin. Alors c'est une ressource facile d'accès pour moi, vivant près de la frontière allemande. Et le second matériau qui est indispensable à la création de mon décor, c'est la pâte à modeler durcissante à l'air. Alors je l'avais déjà utilisée dans mon diorama désertique et je reprends ici la même technique. À l'aide de mon laminoir de chez Grünsterwald, je réalise de fines plaques que je viens poser sur un socle en bois afin de le recouvrir intégralement. Et j'en profite à ce stade pour intégrer les morceaux de récif que j'ai préparés préalablement et je les dispose en mode dégradé pour créer une transition naturelle entre les roches et le lit de sable, ce qui apporte de la variété et du contraste à ma scène. Et c'est à ce moment-là que j'ajoute l'épave de mon bateau. Alors je l'incline légèrement pour éviter qu'il ne soit trop parallèle au socle et aux abords du décor. Ça permet de casser les lignes trop rigides et d'apporter un petit peu plus de dynamisme à la composition. Et pour finaliser le sol, je lisse délicatement à l'aide d'un pinceau et un peu d'eau. Alors ce geste, il va permettre d'uniformiser la surface tout en conservant un rendu soigné et naturel. Et je laisse ensuite sécher le décor toute une journée en procédant hors caméra à quelques reprises et ajustements mineurs. Pour fixer le sable, j'utilise de la colle blanche diluée avec de l'eau que je conditionne dans un flacon pour en faciliter l'application. Je saupoudre ensuite généreusement une première couche de sable que je complète avec différents cailloux de taille et de volume variés. Je poursuis ensuite en ajoutant des détails pour représenter la faune et la flore marine. Ces éléments, étoiles de mer, crabes et coquillages ont été imprimés en 3D et j'ai pris beaucoup de temps pour me documenter sur la composition des fonds marins de la mer du Nord afin d'assurer la cohérence de mon décor. Et puis pour fixer l'ensemble, j'utilise l'excellent produit Sand and Gravel Glue. Alors c'est une colle qui est très liquide et qui se répartit par capillarité et une fois sec, elle ne laisse aucune trace et n'altère ni les couleurs ni la texture du sable. Je m'attaque ensuite à la reproduction des coraux dits d'eau froide. Alors, c'est caractéristique des mers du Nord et leurs formes sont très différentes de celles qu'on retrouve dans les mers tropicales. Et les modèles ont été scannés par une chercheuse au fond de la mer Baltique. Je n'ai eu qu'à convertir les fichiers pour pouvoir les imprimer moi-même, une vraie aubaine. Je continue aussi avec les poissons. Eux-mêmes imprimés en 3D, la peinture a été assez simple. Un ventre en blanc, un dos en gris clair, un lavis noir pour faire ressortir les détails et une légère touche de peinture métallique pour créer un effet argenté. Quant aux yeux, ils ont été réalisés avec la pointe d'un stylo très fin, et certains de ces poissons sont un cadeau de mon ami Didier de Plastidream qui apporte sa contribution à ce projet. Pour les installer, j'utilise des tiges transparentes de chez Grünsterwald que je coupe à différentes hauteurs avant d'y coller les poissons avec de la colle cyano, et je crée de petits regroupements au fond de la mer orientés dans la même direction, comme s'ils fuyaient le passage du véhicule amphibie et du sous-marin. Je termine par les algues, également imprimées en 3D avec un effet d'inclinaison vers un côté, comme si le courant et les remous les faisaient onduler dans cette direction. Et enfin, avec le produit Slimming Grind, je reproduis les effets de la vase sur les rochers, mais aussi à certains endroits du sol en variant l'intensité pour un rendu plus naturel. Le fond de la mer Baltique étant composé principalement de sable et de vase, j'ai pu reproduire l'aspect de manière convaincante à l'aide de matériaux simples et faciles à se procurer. Maintenant, mon décor sous-marin est désormais terminé et il est prêt à recevoir les différentes couches de résine qui représenteront l'eau de mer.
Je termine avec le dernier accessoire, la bouée maritime, qui est tractée par notre véhicule amphibie, et j'ai choisi le produit de chez U-Model, de la même marque où j'ai trouvé le coffre et les figurines. Alors un petit détail intéressant, l'intérieur de la bouée présente une partie filetée apparente, ce qui me permet d'y insérer une vis pour la suspendre facilement lors du coulage de la résine. C'est bien pratique et bien pensé. Alors la pièce semble quand même issue d'un moulage, et les détails sont à mon goût un peu trop grossiers. Je décide de les retirer au scalpel pour les refaire intégralement. Et je commence par retravailler dans un premier temps la texture du flotteur avec un effet de fonderie que je réalise en tapotant avec du mastic dilué dans de l'eau directement sur la surface. Ensuite, je procède au remplacement de tous les écrous et les boulons que j'ai imprimés en 3D qui sont bien plus jolis et mieux détaillés. Et j'en profite également pour changer les rivets de la structure par ceux de chez Quinta Studio que j'ai l'habitude d'utiliser dans mes projets. Alors toutes ces pièces nécessitent un bon nettoyage pour éliminer les bavures de moulage, mais le niveau de détail est facilement récupérable. Pour la peinture, je commence par la base d'un apprêt noir, puis j'applique une couche de Old Rust, une rouille très foncée, que j'éclaircis ensuite avec une teinte un peu plus claire du Light Rust. Et une fois que le tout a été protégé par une couche de vernis, j'applique 2 couches de fuite d'écaillage de la gamme Atom, et je peins ensuite la bouée en jaune et en noir, les couleurs typiques et originales de ces types de bouées qu'on appelait cardinal. Et quand la peinture est sec au toucher, je réalise des éraillures à l'aide d'un pinceau légèrement humidifié avec de l'eau et une petite goutte de diluant pour améliorer la réaction. Et je complète ensuite ce travail avec la technique de l'éponge pour ajouter des traces d'usure plus subtiles et affiner celles que je trouve trop grossières. J'accentue encore les effets avec un lavis Light Rust que j'estompe quelques minutes plus tard à l'aide d'un pinceau et je poursuis avec des lavis localisés en utilisant du Striking Rust pour mettre en valeur tous les détails que j'ai modifiés pendant le montage. Je termine avec les mines d'aquarelle de la gamme Lock & Load et je trace des couleurs de rouille très foncées que j'affine au pinceau légèrement humidifié. Je conclus par la simulation de la mousse et de la vase accrochée à la coque en appliquant des produits Moss sur des dépôts de colle blanche extra fluide. Ce sont là la même technique que j'ai utilisée sur mon épave. Et je renforce l'effet en utilisant un produit du Slimming Grind pour imiter la vase. Enfin, j'ajoute les derniers détails, une petite chaîne pour l'amarrage de la bouée et un goéland qui s'est installé au sommet de la bouée, une touche de vie qui donne encore plus de réalisme à mon ensemble. Je passe maintenant à la partie la plus intéressante, mais aussi la plus importante de ce projet, c'est la résine. Alors changement de décor, je vous retrouve dans ma cave, car cette étape nécessite des conditions particulières, notamment en termes de température. Il est recommandé de travailler entre 15 et 20 degrés, et déjà dans mon atelier, avec l'arrivée des beaux jours, il fait déjà trop chaud. Alors pour ce projet, j'ai choisi une résine de la marque Epodex. C'est un des rares à proposer un produit capable d'être coulé en une seule fois sur une épaisseur de 10 cm, voire même beaucoup plus sur des petites surfaces. Et elle présente également un temps de polymérisation très long, plus de 96 heures. Et pour ce projet, j'en ai comparé plusieurs en visionnant de nombreuses vidéos d'utilisateurs et cette résine revient souvent avec de très bonnes critiques, notamment pour son excellent ratio qualité-prix étant donné la quantité nécessaire, à presque plus de 10 kg. Le coût a été quand même un critère important. Alors avant de commencer la coulée, je vous conseille de tester votre colorant dans de l'eau pour y en évaluer la concentration et son pouvoir colorant. Ça va me permettre de déterminer aussi le nombre de gouttes nécessaires en fonction du volume de résine que je vais utiliser. Et c'est d'autant plus utile dans mon cas parce que je compte réaliser un dégradé sur plusieurs couches. Alors la première étape consiste à utiliser un petit mélange que j'applique comme un vernis sur l'ensemble du décor pour 2 raisons. La première, c'est pour fixer définitivement tous les éléments afin que les pièces les plus légères ne remontent pas à la surface. Et l'autre, c'est pour boucher les petites aspérités et limiter au maximum la formation des bulles. Je réalise ensuite un coffrage en bois. Alors c'est possible aussi de le faire en plexiglas, mais le bois est plus simple à se procurer dans les magasins de bricolage et c'est adaptable aux dimensions souhaitées et bien moins coûteux. Et je colle les planches sur un socle et je les visse solidement. Alors attention, quand vous vissez des planches en bois, je vous conseille de percer un petit trou avant de les visser, sinon vous risquez de fissurer le bois, ce qui pourrait provoquer des fuites lors du coulage. Je tapisse également à l'intérieur du coffrage un adhésif spécial fourni par le fabricant de la résine, et j'applique également ce qu'on appelle un agent de démoulage sur la forme d'un spray. Ça va empêcher la résine d'adhérer aux parois et facilitera grandement le démoulage final. Autre point important, j'utilise du silicone sanitaire pour créer des joints épais à chaque jonction entre les planches de bois. Alors cette étape est vraiment primordiale car la résine au départ elle est très fluide comme de l'eau et elle va s'infiltrer partout et elle trouvera la moindre faille pour s'écouler en dehors du coffret. Enfin, je prépare à l'avance un peu de résine que je laisse polymériser une journée pour obtenir une texture gélatineuse et j'utilise comme un joint d'étanchéité mais à l'intérieur du coffrage entre les bords du décor et les parois en bois afin de limiter au maximum les risques de fuite. Après avoir réalisé toutes ces étapes essentielles, vous l'avez compris, elles sont primordiales et surtout à bien réaliser, je passe maintenant au coulage de la résine.
Pour m'aider, j'utilise une application mobile qui me permet de calculer la quantité de résine à utiliser en fonction de l'épaisseur à couler, ainsi que le ratio de mélange. Alors ici, nous sommes sur un ratio de 2 pour 1. Pour 600 g de résine, j'ajoute 300 g de durcisseur dans un pot et je m'aide d'une balance électronique pour obtenir le mélange le plus précis possible. Je transvase ensuite le tout dans un seau avec un bec verseur environ 2,5 kg et j'ajoute 8 gouttes de colorant pour la première couche et je mélange fermement pendant 5 minutes. Et la marque du fournisseur propose d'ailleurs plusieurs accessoires très pratiques, comme cet outil mélangeur qui s'adapte sur une visseuse traditionnelle. Je laisse ensuite reposer 24 heures pour que la résine prenne et commence à polymériser. Et je préfère en fait laisser le mélange dans le pichet. En effet, la résine, on le sait, dégage de la chaleur pendant cette phase, et ça peut devenir très problématique pour le plastique de vos maquettes qui risque d'être déformé. Et j'effectue ensuite la première couche après une journée où la résine, vous voyez, déjà a un aspect légèrement gélatineux. Pour rappel, elle met environ 96 heures à durcir complètement et atteindra même sa solidité finale au bout de 14 jours, ce qui me laisse suffisamment de temps pour travailler les autres couches. Alors une petite astuce aussi que je vous donne, je recouvre mon coffrage avec de fines feuilles de papier pour éviter les dépôts de poussière ou qu'un insecte kamikaze ne vienne plonger dans mon océan miniature. Alors pour réaliser le dégradé, il est important d'atteindre un stade qu'on appelle la gelification. C'est un état en fait où la résine, elle est ni trop liquide ni trop solide, elle a une consistance proche à celle du miel. Je prépare donc ensuite ma deuxième couleur plus claire en réduisant la quantité de colorant. Et à l'aide d'un pinceau en silicone, je viens tapoter délicatement la surface avec mon second mélange pour créer une transition douce et naturelle. Et je poursuis ensuite avec la deuxième coulée sur le même principe après une journée de repos dans le pichet. Puis 24 heures plus tard, j'enchaîne avec la troisième coulée avec encore moins de colorant. Et vous voyez que la résine elle est parfaitement cristalline. On distingue très bien le fond marin, le décor et même le sous-marin. Et il n'y a aucune détérioration des pièces en plastique ni en résine. Et enfin, le moment important, j'installe la maquette de manière sécurisée. Alors par précaution, j'ai inséré à l'intérieur des morceaux de mousse. C'est au cas où la coque viendrait quand même à se déformer sous l'effet de la chaleur. Ça me permettra plus tard de monter les éléments de la cabine, même si ce risque est pour moi très faible, vaut mieux prévenir que guérir. Et je fixe fermement la maquette à l'aide de petites vis pour éviter tout mouvement. Alors j'ai rencontré un dernier petit inconvénient, le poids n'est parfaitement pas équilibré, ce qui fait qu'elle penche légèrement vers l'arrière, donc j'ai ajouté un contrepoids improvisé avec 2 pots de peinture pour stabiliser l'ensemble. Je passe maintenant à la dernière coulée, qui est la plus importante pour 2 raisons. D'abord, il s'agit de la dernière teinte de mon dégradé, presque transparente avec une légère nuance de bleuté. Ensuite, il faut atteindre précisément la ligne de flottaison sans la dépasser, afin de garantir une mise en scène cohérente et réaliste. Et je dois aussi anticiper l'épaisseur des produits que j'utiliserai ensuite pour créer les vagues. Alors comme pour le véhicule, j'ai solidement installé la bouée légèrement inclinée pour simuler les à-coups liés à son remorquage, et j'ai aussi incliné légèrement le coffrage pour casser les lignes et éviter l'effet d'une mer totalement plate. Maintenant, place à la patience. La résine met environ 96 heures à polymériser. Son principal avantage, c'est qu'elle ne chauffe pas pendant la réaction, ce qui était une des plus grandes craintes quand même, que la chaleur ne déforme les éléments du décor ou le véhicule. Par contre, le revers de la médaille, c'est qu'il faut attendre encore une dizaine de jours supplémentaires pour que la résine durcisse complètement sur le plan chimique avant de pouvoir procéder au démoulage. C'est ce délai qui explique aussi pourquoi cette vidéo met un peu plus de temps à sortir par rapport aux précédentes. On met fin au suspense après ces 2 longues semaines d'attente, c'est enfin le moment du démoulage. Alors je retire délicatement les plaques de bois qui constituent le coffrage, impatient de découvrir le résultat. Alors à première vue, le rendu est conforme à mes attentes, ce qui me rassure pour la suite du travail. Alors avant d'entamer les phases de ponçage, je prends le soin de protéger quand même la maquette soigneusement à l'aide d'un film alimentaire. Celui-ci a l'avantage d'adhérer à la surface et va empêcher les particules de poussière de venir altérer la peinture. Et pour débuter le travail sur les surfaces, j'utilise cette ponceuse excentrique équipée d'un petit sac collecteur de poussière. Et je commence par un décapage à l'aide de papier abrasif à gros grains, allant du 80 au 400. Et en fait, cette première étape vise à éliminer les défauts majeurs liés au moulage et à obtenir une surface aussi propre et lisse que possible. Je poursuis ensuite avec un travail de finition, en utilisant des grains beaucoup plus fins, du 800 jusqu'au 3000, en ponçant cette fois-ci sur des surfaces légèrement humidifiées pour un meilleur rendu. Et un petit conseil que je vous donne, entre chaque changement de disque abrasif, moi je recommande de bien nettoyer la surface avec une éponge humide pour éliminer tous les résidus. Et ça va permettre de repartir à chaque fois sur une base saine et d'éviter d'incorporer des impuretés lors des étapes suivantes. Et pour parfaire l'aspect final, je termine avec un lustrage à l'aide d'un polish de la marque. Cela permet aussi d'atténuer les effets mat laissés par le ponçage et de redonner de l'éclat à la surface. Et enfin, pour retrouver la transparence, j'applique une astuce que j'ai vue sur des forums, une petite fine couche d'huile sur l'ensemble des surfaces que je laisse ensuite sécher. Voici le résultat final. Alors le moulage en résine a globalement réussi. Alors malheureusement, malgré toutes les précautions que j'ai prises, j'ai quand même obtenu pas mal de bulles. Et en me renseignant sur le sujet, j'ai découvert que l'idée d'une résine totalement exempte de bulles relève plutôt de la légende urbaine.
La véritable solution pour les éviter aurait été d'utiliser une chambre à pression que je ne possède pas. Cela dit, on peut choisir d'interpréter ces bulles comme une touche de réalisme supplémentaire, l'air qui s'échappe du sous-marin en plongée, ou encore le remous causé par le passage du bateau. Finalement, c'est plutôt un mal pour un bien. Alors pendant les 2 semaines d'attente nécessaires à la prise complète de la résine, j'en ai profité pour faire quelques essais sur un échantillon. J'avais coulé une petite plaque de test pour expérimenter les effets de vagues et d'écume avec différents produits. Alors c'est un conseil que je vous donne, préparez toujours un petit morceau de décor pour tester vos matériaux et vos produits. Cela permet de comprendre leur comportement à court et à moyen terme sans prendre le risque de gâcher votre diorama principal. Alors pour créer les petites vagues, j'ai commencé par utiliser un gel acrylique qui devient transparent en séchant. Et vous remarquez que je n'ai pas poncé les bords et j'ai laissé volontairement une certaine épaisseur. Alors il y a 2 raisons à cela. D'une part, ça me permet de visualiser un éventuel ajustement de niveau et d'autre part, ça m'évite que le produit ne déborde sur les côtés. J'applique donc en plusieurs couches successives en laissant bien sécher entre chaque passage et le résultat final donne un effet réaliste et saisissant de petites vagues. Et parmi les produits que j'ai testés, c'est celui de Chaka Interactive qui se relève un des meilleurs, très facile à appliquer et sèche relativement vite, quelques heures au toucher et une journée complète pour un séchage en profondeur. Alors pour donner davantage de volume et de relief à mes vagues, j'utilise une pâte acrylique qui est un peu plus épaisse et je l'applique à l'aide d'un pinceau en éventail en créant des dégradés en partant du bord du bateau vers l'extérieur. Et j'applique ces nouvelles vagues en forme de V pour reproduire le sillage typique d'un bateau en mouvement qui avance et en partant de la poupe jusqu'à l'arrière. Et j'applique la même méthode autour de la bouée pour rester dans une cohérence visuelle. Alors il est important d'utiliser des petites quantités de produits parce que si vous en déposez trop d'un coup, la surface risque de sécher rapidement en emprisonnant la pâte qui va rester blanche et vous perdez ainsi l'effet translucide recherché. Ensuite, je tapote légèrement la surface à l'arrière du bateau pour simuler les remous provoqués par les 2 hélices. Et un dernier détail supplémentaire, j'ai récupéré des résidus de mes mélanges de résine et j'ai découpé une petite fine bandelette. Je lui ai donné une forme arrondie que j'ai collée à la sortie des évacuations d'eau. Et à l'aide d'un gel acrylique transparent, j'ai recouvert cette pièce pour imiter l'écoulement naturel de l'eau. C'est un résultat qui est simple à réaliser mais très réaliste. Un autre effet que je reproduis, c'est celui de l'écume de mer. Alors il s'agit tout simplement de la mousse qui est créée par l'agitation de l'eau, notamment après le passage d'un bateau. Alors pour cela, j'utilise ce gel blanc de chez Chaka Interactive et je l'applique sur le sommet des vagues en forme de V afin de les mettre en valeur et d'accentuer leur réalisme. Je retravaille également les remous en ajoutant un peu plus de produit sur ces autres que j'ai déjà travaillé au gel acrylique et je tapote tout simplement la surface pour simuler la formation de mousse dans les zones les plus agitées. Enfin, j'en applique aussi sur les bords du bateau et de la bouée, ce qui contribue à renforcer l'illusion d'une mer dynamique et réaliste. Et une dernière étape importante, c'est de reproduire quand même l'effet mouillé. Et pour ça, j'utilise du wet effect que j'applique sur la mer, la bouée ainsi que sur la coque du bateau, notamment à la ligne de flottaison, afin de montrer qu'elle est encore humide voire trempée. Et voilà, arrivé à la fin de ce projet les amis. Alors ça a été un sacré défi, un véritable challenge, réaliser ce décor d'une telle ampleur, couler plus de 10 kg de résine. Alors je suis passé par tous les états émotionnels parce que c'est vraiment un exercice stressant où la moindre erreur, le petit oubli peut coûter très cher. Mais au final, je suis vraiment satisfait du résultat. Quand je repense à mon projet Normandie de l'année dernière, un vrai échec, je réalise tout le chemin que j'ai parcouru et j'appréhendais quand même beaucoup cette partie du diorama, mais le résultat est sans appel, j'ai plus qu'un mot à dire, waouh. Alors c'était un pari audacieux, un pari risqué, mais un pari réussi. Une belle pièce de 12 kg au final qui trouvera fièrement sa place sur les tables d'exposition. Mais c'est aussi pour moi la conclusion d'un sujet original pour mon 10e projet que je présente sur la chaîne. Et oui, déjà 10 montages complets où à chaque fois des vidéos explicatives, des astuces, des techniques et toujours la même passion. Alors j'ai hâte bien sûr de vous retrouver dans le prochain projet et croyez-moi ce sera une nouvelle fois quelque chose d'original et d'atypique. Et une nouvelle fois, merci de m'avoir regardé. Et si tu as aimé, pense à t'abonner pour ne rien rater les prochaines vidéos. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire ou à m'écrire par email. Je en prendrai un grand plaisir à te répondre. Merci pour votre soutien et vos messages d'encouragement. C'est ce qui me motive aussi à continuer cette belle aventure sur YouTube et à partager mes projets avec vous. En attendant, prenez soin de vous, maquettez bien et à bientôt dans l'atelier. Ciao les copains!